avec Nathalie, on va essayer d'animer, Nathalie Saint-Laville, on va essayer d'animer ce webinaire avec une première partie de présentation et puis une deuxième partie où on essaiera de discuter, répondre aux questions. J'espère qu'on aura des réponses à toutes les questions, c'est jamais gagné, hein, surtout dans les déchets, mais on essaiera. Ou de voir vos réactions. Dans le principe, c'est un webinaire de 1 heure, on va essayer de s'y tenir. Et puis bon, c'est tout. Donc, on se donne 3 minutes peut-être, je pense. T'en penses, Nathalie? Les 5 minutes avant le démarrage ou... Oui, et puis on peut dire aussi que le Oui. webinaire est enregistré, qu'il y aura Mhm. un replay qui sera disponible à partir de notre page, notre site internet. Pour les questions, on pourra faire en direct, caméra allumée si vous êtes d'accord. Et autrement, il y a le chat où vous pouvez mettre vos questions, soit au fur et à mesure, soit après. Mais c'est vrai que si on a la possibilité de se voir et de se parler directement, c'est aussi bien. Donc, n'hésitez pas à le faire comme ça, à la fin de la présentation. Donc, on se donne encore 3 minutes. Les petites règles habituelles, j'en profite puisqu'on a un petit peu de temps, c'est d'essayer de bien fermer vos micros là, si vous ne prenez pas la parole, donc pendant le temps de présentation, pour éviter qu'on ait des bruits parasites qui rendent plus difficile l'écoute. Ce sera déjà compliqué, alors si en plus il y a des bruits parasites. Si j'ai un autre élément d'introduction, c'est qu'on a déjà parlé de ce nouveau guide à la journée prévention du risque infectieux ici sur le côté clermontois ou auvergnat, on va dire, de la région. Et il est prévu aussi qu'il y ait une présentation à la journée de prévention du risque infectieux le 30 mars à Lyon. Et on continuera à en parler aussi au RIF, qui est, alors je n'ai plus la date exacte, mais le RIF qui se tient à Moza et ça doit être au mois de mai ou avril, je crois, au début du mois d'avril, il me semble. Donc il y aura forcément des éléments redondants, mais je ne sais pas trop de le voir 3 fois finalement, parce qu'il y a toujours des questions et des choses qu'on découvre ou qu'on a besoin de préciser. Et c'est intéressant aussi de voir, et c'est la deuxième partie du webinaire aujourd'hui, de voir comment vous, la lecture que vous avez, les difficultés que vous avez. Voilà. Donc il y a une personne dans le chat qui dit qu'elle n'entend pas, mais le problème... Ah, et elles sont plusieurs, mais le problème doit venir de leur appareil, de leur ordi ou de leur micro, parce qu'on entend bien et la plupart des personnes présentes entendent. Donc vous avez une petite minute pour trouver la solution. C'est pas toujours facile. Bon, ben on est parti. Donc, première partie de ce webinaire, c'est une présentation du guide. Alors, j'ai pris le parti de ne pas faire une lecture dirigée, mais d'essayer de prendre les éléments principaux qui sont importants à retenir ou à comprendre, parce qu'il y a des éléments qui sont surtout à comprendre. Et puis, donc la première idée, c'est de savoir de quoi on parle. Des déchets. Donc un déchet, il y a une définition, mais on a tous une petite idée de ce que ça... C'est jamais très ragoûtant, hein, comme on le voit un peu à droite, mais ça peut être bien différent. Donc toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Il y a des produits, des déchets que on ne peut pas stocker comme ça chez soi, et en particulier dans le domaine de la santé, chez soi ou dans son établissement.
Bon, je ne suis pas sûr que ça vous apporte grand-chose, mais c'est toujours bien de reposer les choses. Après, on reviendra là-dessus, mais comme on va utiliser ces raccourcis ou ces acronymes à l'envi pendant ce webinaire et peut-être après encore, c'est bien de voir, et c'est une des évolutions d'ailleurs du guide de déchets par rapport à 2025, par rapport à celui de 2009, c'est d'essayer de clarifier encore un certain nombre d'appellations ou de définitions. Donc on va essayer de partir du plus large au plus précis. Bon, c'est peut-être discutable, hein, ma graduation, mais bon, on commence par les déchets d'activité économique, les DAE, qui sont en fait tous les déchets provenant d'une activité professionnelle. Hors ménager. Donc nous, on va s'intéresser bien sûr au système de santé, mais les DAE, les industriels, tous les professionnels produisent des DAE. Après, on va avoir donc les déchets d'activité de santé ou de soins, qui eux sont ceux qui sont produits pour tout ce qui est du domaine de la médecine humaine ou vétérinaire. Ensuite, il y a les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Donc là, on rentre dans les déchets dangereux, et il va y en avoir 3 catégories, ou oui, au moins 3 catégories, les DASRI, les DRCT, les DRR. Donc les DASRI, déchets d'activité de soins à risque infectieux, et on va essentiellement parler de ce domaine-là, parce que c'est centré, enfin le guide de juillet ou mai est vraiment centré sur ce problème-là, alors que DRCT et DRR feront l'objet du tome 2 d'un guide supplémentaire. Donc DRCT, c'est les déchets à risque chimique et toxiques qui vont nécessiter des filières spécialisées pour certains médicaments, pour des produits de laboratoire, pour des solvants. Moi, j'ai mis ce panneau-là hein, qui ne sous-entend pas les médicaments, mais bon. Et d'après les déchets à risque radiologique relevant d'une réglementation de radioprotection qui est spécifique et qui fera donc, comme je le disais, l'objet du tome 2. Les déchets d'activité de soins à risque infectieux électroniques, qui sont des nouveaux dispositifs qu'on voit, ou vous connaissez sans doute également. Là, je vous ai mis ce patch qui sert à mesurer la glycémie en temps réel, et dans lequel il y a des composants électroniques, mais il y a aussi une aiguille. Donc du coup, il y a aussi des déchets qui vont être dont l'élimination va être réglementée. Là aussi, ce sera plutôt dans le tome 2 que ce sera évoqué. Et puis, les déchets qui sont déchets anatomiques d'origine humaine. Alors, il y en a 2 parties. Nous, on parlera essentiellement aujourd'hui des déchets non identifiables, mais il y a aussi ceux qui sont identifiables et qui relèvent à ce moment-là de l'incinération dans un crématorium, enfin bon, dans une filière spécifique dont on ne parlera pas aujourd'hui. Après, le cadre réglementaire, finalement, qu'est-ce qu'il y a, sur quoi repose l'ensemble des propositions ou des directives, des recommandations qui sont faites dans ce guide? Donc le premier, c'est le Code de la santé publique avec cet article R 1335-1 et R 1335-5, ces 2 articles qui finalement n'ont pas changé du tout. C'est les mêmes qui ont été à l'origine, qui ont permis d'écrire le guide 2009. Donc, vous allez voir, mais pourquoi finalement à ce moment-là on fait un nouveau guide si le cadre réglementaire n'a pas changé? Justement, on va en parler. Mais donc le 1, c'est la définition des DASRI, et le 5, c'est une ligne, hein, le 1335-5, qui dit que la production doit être séparée, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de mélange entre les DASRI et les autres déchets. Après, il y a le Code de l'environnement qui a pris une importance majeure hein, dans la rédaction de ce guide. L'idée étant de coller au maximum à un certain nombre de lois, de réglementations qui sont apparues depuis 2009.
Donc là, j'ai cité la loi anti-gaspillage du 10 février 2020, mais il y a aussi la responsabilité d'élimination des déchets. Il y a aussi, enfin, il y a toute une kyrielle de textes qui sont sortis et dont l'objet est de protéger l'environnement et de faire en sorte qu'il y ait un maximum de recyclage pour arriver à faire l'économie circulaire. On va en dire un mot tout à l'heure aussi. Après, il y a l'avis du Haut Conseil de santé publique, les avis du Haut Conseil de santé publique entre 2023 et 2024, ils en ont même fait 2 sur la même année, en 2024 il me semble, qui essayaient non pas de modifier la définition, puisque je vous ai dit la définition n'a pas bougé, mais essayer de caractériser le risque infectieux. Quels éléments sont à prendre en compte pour arriver à dire il y a un risque infectieux ou il n'y a pas de risque infectieux. Ça a été l'objet de moult discussions, hein, que ce soit, alors je vous ai mis le Haut Conseil de santé publique, mais la Société française d'hygiène hospitalière s'est aussi impliquée dans cette démarche d'évaluation. Et non des moindres, enfin, le Code du travail, sur lequel on est contraint de s'appuyer, ou en tout cas on est contraint et c'est probablement dans le réglementaire, ce qui est le plus contraignant, à raison, hein, on va dire, pour protéger les soignants et pour protéger tous les professionnels qui vont être impliqués dans la filière d'élimination ou d'élimination des déchets. Et là, on va voir qu'il y a des... Enfin, c'est pas très simple d'arriver à être en conformité, ou en tout cas à bien connaître ce code du travail et arriver à s'y appliquer dans notre domaine. Même si c'est, je le répète, essentiel, et je pense qu'il faut absolument qu'on ait tout à fait, enfin la protection des professionnels de santé est un élément primordial dans cette démarche d'élimination des déchets. Alors, je reviens un peu sur la terminologie, j'avais déjà fait cette diapositive, mais il y a des termes qu'on utilise depuis 2009, on a essayé de les préciser dans ce guide. Donc, les déchets d'activité aux ordures ménagères, j'ai une hésitation, et les déchets d'activité de soins non dangereux, maintenant, sont recouverts par DAE, autres que DRCT et DRR. Donc DRCT, risque chimique et toxique, et DRR, risque radiologique. Donc les DAOM et DASND deviennent aujourd'hui on parlera plus que de DAE. Donc tout ce qui ne va pas être DASRI, qui ne va pas être DRCT, qui ne va pas être DRR, va être du DAE. Après, on ne parle pas de tri sélectif collecte, on parle de filières séparées, ou c'est plus le terme qui est consacré. Pour le stockage, pareil, on parle plus d'entreposage que de stockage. L'entreposage étant une solution intermédiaire, alors que le stockage, c'est pas bien évident de dire à quoi ça correspond. Après, il y a les DASRI A, donc déchets d'activité de soins à risque infectieux assimilés. Donc c'est finalement un même déchet qu'un DASRI, sauf qu'il est produit par d'autres activités, que ce soit la thanatopraxie, que ce soit la recherche, la chirurgie esthétique ou le tatouage. Et c'est une des nouveautés aussi de ce guide, c'est d'aller jusqu'à de traiter également des problèmes des tatoueurs, l'élimination des déchets pour les tatoueurs et pour la thanatopraxie. Après, on parle aussi de déchets assimilés souvent. Donc, c'est déchets d'activité. Maintenant, on dirait déchets d'activité économique, hein, donc les DAE qu'on a vu plus loin, collectés par les services publics de gestion des déchets. C'est-à-dire qu'ils sont finalement, les services publics prennent les déchets ménagers, les déchets qui ne sont pas issus d'activités professionnelles. Et enfin, équipement de protection individuelle. C'est quelque chose, ça pose beaucoup de questions, on en reparlera, je pense. C'est que, en fait, on utilise ce terme-là, nous, les hygiénistes, à l'envi pour désigner tous les équipements qui nous permettent de mettre une barrière entre un produit, un patient qui présente un risque infectieux, alors que la définition exacte, qui est la définition officielle de l'équipement de protection individuelle, repose sur une réglementation européenne avec des marquages particuliers.
et qui, du coup, les équipements de protection individuelle au sens réglementaire ne couvrent pas, on va le redire tout à l'heure, hein, mais ne recouvrent pas le masque médical, ne recouvre pas les gants de soins, ne recouvre pas le tablier à usage unique, ne recouvre pas la surblouse, voilà, tous ces éléments-là, ou les surchaussures ou autres. Voilà. Donc c'est juste pour dire qu'il y a des problèmes de terminologie qu'il faut arriver à surmonter quand on se plonge dans ce domaine-là. Alors les évolutions majeures avec le guide de 2009, changement de paradigme dans le tri avec l'introduction de la notion de déchets d'activité économique, donc autres que les dasseries et les déchets à risque chimiques, toxiques ou radiologiques, pour distinguer les filières de gestion et permettre l'orientation des déchets non à risque vers des filières de valorisation. L'idée est quand même celle de dire que dans bon nombre de déchets qui sont produits par les établissements de santé pourraient ou peuvent être valorisés. Et si on veut les valoriser, il faut absolument les sortir de ces filières-là, en tout cas de la filière DASRI, DRCT et DRR, parce que quand ils rentrent dans ces filières-là, ils ne peuvent pas être valorisés. Donc c'était important de recadrer les choses pour arriver à avoir cette progression et faire en sorte qu'on puisse faire valoir l'économie circulaire, on va dire qu'on va revoir, y compris pour les déchets d'activité de soins ou les déchets d'activité qui sont produits par les établissements de santé. On ne parle plus, mais ça je pense que la majorité d'entre vous sont convaincus et le savent, hein, on a totalement abandonné le problème de risque psycho-émotionnel dans la classification qui permettait, enfin qui pouvait entraîner en tout cas la mise en dasserie de l'ensemble des déchets d'activité de soins, parce qu'on pouvait imaginer qu'une compresse, on pouvait imaginer qu'une tubulure, on pouvait imaginer tout tas de déchets qui sont produits par nos établissements de santé pouvaient recouvrir le risque psycho-émotionnel, et ça c'était un élargissement sans qu'il y ait de risque infectieux qui n'est plus concevable aujourd'hui si on veut arriver à pouvoir valoriser, comme je disais à l'instant. La possibilité de diriger des déchets vers une autre filière de valorisation si le risque infectieux est considéré comme moindre par le professionnel de santé. Donc c'est ce que je vous disais à l'instant, je me répète un petit peu. Nouvelle définition du risque infectieux. Donc là, attention, hein, tout à l'heure je vous ai dit, les textes n'ont pas changé, la définition des dasseries est la même, mais on a essayé dans cette définition des dasseries de bien identifier ce qui présente un risque infectieux. Et croyez-moi, ça a été l'objet de discussions sans fin, parce que quand on se penche sur les mots, quand on essaye de bien identifier, c'est loin d'être évident. Juste pour un exemple, certains disent c'est parce qu'il y a beaucoup de bactéries que c'est dangereux et qu'il y a un risque infectieux majeur. Donc à ce moment-là, ça veut dire que toutes les selles que nous produisons tous les jours, chacun d'entre nous ou ailleurs, sont à haut risque infectieux. Donc il faudrait faire de la dasserie pour tout ça. Et puis après, on prend en fonction des micro-organismes, on va dire, bon, bah oui, Ebola, c'est un haut risque infectieux. Donc, vous voyez, c'était loin d'être évident, et donc il a fallu essayer de définir ce risque infectieux. Après, l'idée est que ça repose donc sur, on va dire un déchet présente un risque infectieux lorsqu'il est en contact avec un foyer infectieux avéré ou suspecté, ou lorsqu'il y a une forte imprégnation de sang, des sécrétions ou excrétions avec un risque d'écoulement. On pourrait dire que la deuxième partie, hein, imprégnation de sang, sécrétion, excrétion, l'écoulement, il n'y a pas forcément d'infectieux, de risque infectieux. Néanmoins, c'est resté quand même ça a été défini comme étant un critère de risque infectieux par le Haut Conseil de santé publique. Donc tout ce qui va être en contact avec un foyer avéré ou suspecté va être considéré comme un risque infectieux, de même que tout ce qui peut couler, qui est imprégné de sang et qui peut couler de manière abondante, ou de sécrétions qui peuvent s'écouler, vont être considérés comme étant un risque infectieux, même si on peut dire c'est des séreuses ou je ne sais pas quel liquide, qui finalement, de toute évidence, il est stérile parce qu'il n'y a pas de site infectieux, mais du fait que ça coule, ça va être considéré comme étant à éliminer dans les dasseries. Donc du coup, il y a une évaluation clinique et microbiologique qui sera à faire de cette situation-là.
On va dire surtout clinique finalement, parce que le microbiologique, ça peut être compliqué si on rentre dans le microbiologique, mais on pourra en rediscuter. Après, élargissement du public cible, donc intégration des tatoueurs, des thanatopacteurs, je vous l'ai dit, comme producteurs de DASRI, mais on va peu rentrer tellement dans le détail de ce problème-là, parce que je pense que la majorité d'entre vous sont des professionnels de santé. Donc l'évolution majeure du guide, donc inscription dans une démarche de transition écologique et d'économie circulaire, avec la loi anti-gaspillage ou AGEC qui date du 10 février 2020. Donc l'idée, en gros, de cette transition écologique et d'économie circulaire, c'est d'arrêter d'utiliser des plastiques autant que ce soit possible, d'avoir des filières de prise en charge par les fabricants, c'est-à-dire que chaque fabricant, lorsqu'il produit un objet, doit s'interroger sur la filière et doit trouver ou proposer des situations, des solutions pour aller jusqu'à l'élimination une fois que ce produit sera devenu un déchet. Les achats vertueux, voilà, diminuer le gaspillage alimentaire et mieux informer le consommateur. Donc si on essaye de parler d'économie circulaire, c'est un schéma que vous connaissez peut-être, hein, l'idée, donc on voit la fabrication, la distribution, la consommation hein, qui sont ici, et puis quand on en arrive à la phase de ça devient un déchet dont je veux me débarrasser, est-ce que je peux faire valoir une réparation pour arriver à revenir dans le cycle de consommation, donc revenir au stade de consommation. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a du réemploi possible ou après une réévaluation, enfin bon, pour que ça puisse à ce moment-là, là aussi revenir dans la distribution puis la consommation. Est-ce que je peux en faire des pièces détachées ou de la refabrication, ou est-ce que c'est là, ou est-ce que c'est recyclable? Donc chaque fois qu'on a un déchet, l'idée c'est d'essayer d'évaluer ça. Bien sûr, encore une fois, comme ça a été dit précédemment, cette démarche ne peut être réalisée que s'il s'agit de déchets non dangereux. Et puis, pour d'autres déchets, tels que les produits alimentaires, donc il y a deux filières, la méthanisation ou le compostage. C'est juste pour parler d'économie circulaire, mais je n'irai pas plus loin dans ce domaine qui n'est pas... Alors, je vous ai fait une diapositive parce que s'il y a une chose qui n'a pas bougé, c'est celle-là, et s'il y a une chose sur laquelle on doit essayer de se référer au maximum, c'est celle-là aussi. Donc, je vais la lire, même si c'est un peu fastidieux. Donc, c'est l'article R1335-1 du Code de santé publique qui dit « Les déchets d'activités de soins à risque infectieux sont des déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, qui, 1. soit présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. Ou qui, soit même en l'absence de risque infectieux, relèvent d'une des catégories suivantes. Donc matériel et matériaux piquants ou coupants, si on prend les précautions standards, c'est devenu les perforants seulement, destinés à l'abandon, qu'ils aient ou non été en contact avec un produit biologique. Les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption, et les déchets anatomiques humains correspondant à des fragments humains non aisément identifiables. Donc ça, c'est la définition des DASRI que vous connaissez, mais que je me permets de redire parce que chaque fois, on va essayer de se recaler là-dessus quand il y aura un doute, avec des éléments qui sont quand même difficiles parfois à interpréter, ou en tout cas qui ne seront pas interprétés de la même façon. On l'a vu dans les discussions qu'il y a eu autour des gens, des rédacteurs de ce guide, qui n'ont pas été interprétés de la même façon selon qu'on était professionnel de santé ou qu'on était filière d'élimination, ou qu'on était usager, ou qu'on était, bref, toutes les personnes qui se sont impliquées là-dedans, ou l'écologie, enfin bon. Alors après, comment finalement on peut caractériser les DASRI? Donc on va dire, un DASRI, ça correspond à un déchet provenant ou ayant eu un contact direct avec un foyer infectieux avéré ou suspecté, je vous l'avais dit et je le redis, ou un déchet fortement imprégné de sang, de sécrétion ou d'excrétion avec risque d'écoulement. Donc là, on devrait arriver, alors on verra, je dirais un petit peu, on va voir les questions que ça pose aussi. Les autres types de déchets d'activité de soins devant suivre la filière DASRI, c'est tous les matériels et matériaux perforants, je vous le dis, coupants, donc je me répète un peu, les produits sanguins
à usage thérapeutique incomplètement utilisés, les déchets anatomiques. C'est une autre façon de reprendre cette définition des dasseries. Donc, quelques diapositives sur des points à souligner, une vigilance ou des difficultés pour arriver à identifier ces dasseries. Le guide insiste sur la nécessité d'une caractérisation raisonnée du risque pour éviter les surclassements dasseries. C'est l'idée de base, c'est qu'il y a quand même, on ne peut pas caractériser un objet en disant ça doit aller en dasserie. Non, il va falloir se poser la question de est-ce que ça a été en contact avec un foyer infectieux. Déchets provenant ou ayant eu un contact avec un foyer infectieux, avérés avec des signes locaux, voire généraux ou suspectés, d'une multiplication active d'agents biologiques pathogènes. Alors j'ai beaucoup de mal, moi, à comprendre ce que c'est que la multiplication active, parce que s'il y a un actif, il y en a une qui n'est pas active, et là, j'avoue que je ne sais pas très bien, c'est le terme qui est utilisé, mais ça aussi, je pense qu'en interprétation, on peut aller assez loin. Après, les notions de quantité de micro-organismes figurant dans l'article 1335.1, repris par le Haut Conseil de santé publique. J'ai mis ça parce que je trouve que c'est compliqué. Par exemple, sur une escarre, où on sait qu'il y a bien souvent une prolifération bactérienne importante, mais on sait aussi que toutes les escarres ne sont pas infectées. Et dire qu'une compresse qui a servi à faire un soin d'escarre doit aller en dasserie, ça me paraît pas aussi évident que ça. Et là, je pense qu'il y a matière à discussion aussi. Est-ce que ça changera quelque chose de manière importante dans l'activité? Peut-être pas, c'est peut-être pas le point, mais c'est pour dire que certains se fixent sur le nombre, la quantité de micro-organismes, et d'autres plus sur la présence d'infection. Si on voulait, je reprends mon exemple, si on voulait dire l'escarre, ça m'aurait été paraît plus logique qu'on dise s'il y a de l'inflammation, il y a de la fièvre, il y a un contact osseux, bon, des choses peut-être un peu compliquées, mais qui sont plus en faveur d'un site infecté que juste de dire il y a beaucoup de micro-organismes. Et qu'est-ce que ça veut dire beaucoup, hein? Tout à l'heure, je parlais des selles où il y a beaucoup de micro-organismes, et pourtant, ce n'est pas un site infecté. Bon. Après, déchets issus d'un patient résident guéri d'une infection. Donc, il faut bien arriver à faire à quel moment on va dire stop, maintenant, les déchets qui sont issus de cette plaie vont aller en DAE et pas en dasserie. Donc ça, c'est aussi une vigilance à avoir. Après, les déchets issus d'un patient résident infecté, mais qui n'ont pas été en contact avec le foyer infectieux. C'est-à-dire que je peux avoir une plaie infectée, mais si je vais faire des soins de bouche à ce patient, les compresses, les gants, enfin tout ce que je vais utiliser pour faire les soins de bouche à ce patient, ils n'ont pas été en contact avec la plaie qui était le site infecté, donc ils n'ont pas de raison d'aller dans les dasseries. Après, là, le fameux chapitre des protections féminines qui peuvent être largement imprégnées, ou surtout des protections des patients ou des résidents, où il peut y avoir un risque d'écoulement. D'échanges complets, les poches de stomie, les protections souillées d'excréta, les sacs de recueil d'excréta vidés sont des exemples de déchets orientés vers la filière de gestion des DAE. Néanmoins, s'il y a un écoulement, il y a un risque d'écoulement, comme on l'a dit tout à l'heure, ils devront aller dans les dasseries. Donc vous voyez que là aussi, la limite n'est pas toujours facile à trouver. Alors on peut avoir de la gélification, on peut avoir des systèmes qui permettent d'éviter le caractère écoulement, et à ce moment-là, ça pourra changer de filière et au lieu d'aller dans les dasseries, d'aller dans les DAE, comme on le met là. Le chapitre des patients porteurs de bactéries multirésistantes aux antibiotiques ou de bactéries hautement résistantes et émergentes, c'est mis de manière très claire maintenant dans le guide, c'est-à-dire que les déchets d'activité de soins issus d'un patient colonisé à bactéries multirésistantes aux antibiotiques ne doivent pas systématiquement être orientés dans la filière dasserie. Donc ça, c'est une question qui revient souvent, et là, c'est clairement dit, que ce soit de la BMR ou de la BHRE, c'est pas parce que le patient est connu porteur d'eux que tout ce qui va être en contact avec ce patient devra être orienté. On garde cette idée de est-ce qu'il y a un foyer infectieux. C'est uniquement si le patient porteur de BMR présente un foyer infectieux avéré ou suspecté, selon le contexte, et que les déchets d'activité de soins associés ont été en contact avec le foyer infectieux, qu'il nécessite alors une orientation vers la filière dasserie. La colonisation des excréta par une bactérie multirésistante aux antibiotiques sans présence suspectée, sans présence suspectée ou avérée d'un foyer infectieux n'est pas une indication d'orientation vers des couches. Pourquoi j'ai mis d'orientation des couches? Oui, pardon, des protections vers la filière dasserie. Bon, peut-être qu'on en reparlera, on verra
Après, sur les équipements de protection individuelle, je vous ai dit que les équipements de protection individuelle tels qu'ils sont traités dans le guide sont ceux qui répondent au code du travail. Donc, je vous ai mis R4424-6. C'est les équipements de protection pour lesquels l'efficacité a été démontrée par des normes européennes avec un marquage CE, et c'est les principaux EPI utilisés contre le risque infectieux dans nos établissements, c'est le FFP2. Après, il peut y avoir des combinaisons, il peut y avoir des protections faciales, il peut y avoir d'autres quand il y a un risque émergent biologique ou à ce moment-là, Ebola, Lassa. À ce moment-là, ceux-là, sans distinction, en théorie en tout cas, on en reparlera, doivent aller dans les DASRI. Donc on va dire pour nous, un FFP2, si on prend au pied de la lettre le guide, chaque fois que je retire mon FFP2, il doit aller en DASRI. On en rediscutera. Les autres dispositifs de protection utilisés couramment, les gants, les masques à usage médical, les tabliers, les surblouses sont éliminés en déchets d'activité économique, en l'absence de contact avec un foyer infectieux. Ok, précision relative au contact de foyer infectieux. Donc, on pourra rediscuter du problème de l'infection respiratoire. C'est-à-dire que l'infection respiratoire, est-ce que la bouche, quand j'ai une pneumonie, est le foyer infectieux? Est-ce que les gouttelettes issues du foyer infectieux respiratoire, bronchique, machin, déterminent un contact avec le foyer infectieux? Vous voyez qu'on peut à l'envie facilement délirer sur ces histoires-là, mais après, il ne faut pas délirer, il faut proposer des réponses. Donc, après, les principes d'entreposage des DASRI, je vous ai mis ça, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans. On insiste sur la séparation immédiate, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va y avoir des choses qui vont être recyclées, en particulier, il faut absolument que tout ce qui est DASRI soit séparé des autres déchets et qu'il n'y ait pas de contact entre de même sac, dans un même sac, des DASRI. Bon, ça va sous le sens, mais c'est bien de le redire. Les conditions adaptées, donc c'est-à-dire qu'il faut que le contenant soit adapté à ce qu'on va mettre dedans. Donc là, j'ai pris celui du perforant, mais ça peut être pour les fûts, ça peut être où il faut absolument que ce soit des collecteurs ou des contenants qui soient homologués et qui permettent pour éliminer ces DASRI. Après, le problème du local d'entreposage, donc il faut que ce soit une zone ventilée, facile à nettoyer, fermée avec accès restreint. Donc on peut avoir aussi les entreposages intermédiaires ou terminaux dans vos établissements, on pourra aussi en parler. Et le problème de traçabilité avec maintenant des bordereaux qui peuvent être dématérialisés également, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Enfin, c'est bien noté dans le guide, mais je ne suis pas sûr qu'on en parle beaucoup ici. Après, sur les durées d'entreposage, là non plus, il n'y a pas de changement, mais je voulais le mettre parce que c'est une question qui revient assez souvent. Donc, en fait, c'est fonction du poids de déchets qui sont produits, du poids. Faites attention, quand si une société vous dit vous avez tant de sacs, donc ça va être dans telle catégorie. Non, ce n'est pas le nombre de sacs, c'est le poids total de sacs qui va compter. Et donc, quand on est à plus de 100 kg, c'est toutes les 72 heures. Quand on est entre 100 et 15, c'est entre 100 kg et 15 kg. Alors, pas par semaine, à ce moment-là, par mois, c'est tous les 7 jours. Et après, entre 15 et 5 kg par mois, c'est tous les mois. Et moins de 5 kg, c'est tous les 3 mois. Et après, si j'ai uniquement des DASRI qui sont perforants, il faut que j'élimine ça, enfin que ce soit collecté ou ramassé par la société qui élimine mes déchets au maximum tous les 6 mois. En sachant que ça aussi, c'est le délai entre le délai qui est évoqué ici, juste au-dessus, il est entre la fermeture définitive du contenant et l'élimination. C'est-à-dire que c'est pas, on voit souvent sur bon peut-être moins maintenant, mais sur les conteneurs de perforants, les plastiques jaunes, où on marque par réflexe, comme quand on ouvre une bouteille d'antiseptique, on marque la date où j'ai mis, où je l'ai ouvert. En fait, non, il faudra marquer la date au moment où on le ferme, et c'est ça qui compte.
Alors, j'ai pris quelques exemples, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, hein, mais certains sont faciles et on va y arriver. Hein. Aiguille de prélèvement veineux utilisée ou non, ça va dans les DASRI, hein, dans un collecteur rigide. Les poches de sang partiellement utilisées, il y a un risque d'écoulement, donc à ce moment-là, ça va aller en DASRI aussi, même si je ne peux pas dire qu'il y ait de l'infection là-dedans. Les emballages cartonnés, ça va aller en DAE et une filière de recyclage, je l'espère. Enfin, il faut maintenant. Les flacons de médicaments encore partiellement remplis, donc là, c'est du risque chimique et toxique, qui ne sont pas encore définis dans comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera dans le tome 2. Néanmoins, aujourd'hui, il faut voir avec vos pharmacies, parce qu'il y a des différentes filières qui peuvent être utilisées. Certains vont vous dire, vous le mettez en DASRI parce que finalement, c'est incinéré, en sachant que si on veut être rigoureux, il faudrait vérifier la température d'incinération, puisque l'incinération des DASRI, c'est aux alentours de 800 degrés. L'incinération des médicaments, ça devrait être entre 1100 et 1200 degrés. Donc, à voir ça aussi. Après, les gants pour un soin de bouche, s'il n'y a pas de foyer infectieux dans la bouche, ce sera un DAE. Et là, je n'ai pas mis de flèche, vous voyez, pour les 3 derniers, parce que protection souillante des patients avec gastro-entérite, si je prends le document, le guide au pied de la lettre, gastro-entérite, c'est foyer infectieux, donc ça devrait aller en DASRI. Néanmoins, on sait que ça pose beaucoup de questions pour un certain nombre d'établissements, en particulier les EHPAD ou les établissements médico-sociaux, les établissements de santé aussi peut-être. Hein. Après, le masque à usage médical utilisé par un patient grippé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on va considérer que le masque à usage médical utilisé par un patient grippé est en contact avec le foyer infectieux? Ça ne me paraît pas aussi évident que ça. Après, le masque FFP2, je vois que ça fait réagir déjà. Non, pas de solution, mais... On va en parler. Masque FFP2 utilisé par un soignant pour un soin à un patient avec une tuberculose pulmonaire. Donc, si je regarde tout à l'heure avec la définition des équipements de protection individuelle officiels, c'est un EPI, donc ça devrait aller en DASRI. Est-ce que c'est cohérent ou pas quand on dit que la notion d'un DASRI, c'est parce que c'est en contact avec un foyer infectieux? Là, on dirait non, quoi. Donc, on en discutera. Olivier, Alors, oui. Olivier, je t'interromps là. Vas-y. Il y a déjà 2 questions sur le chat Ouais. à propos de ta grille de tri. Il y en avait une tout à l'heure, où évacuer les pacemakers retirés par les médecins. Ouais. Et là, il y a Laurence Baume qui demande, et le mouchoir du patient grippé, j'imagine. Oui, forcément. Bon, je finis là, il y a 2 dernières diapos, puis après on va aller sur les en sachant que je ne suis pas sûr de vous donner des réponses absolues à chaque fois. Hein. L'évaluation clinique est désormais centrale, vous l'avez compris, et ça va être, c'est une évolution notable quand même dans cette histoire. C'est que je ne vais pas dire qu'est-ce que j'ai utilisé, mais je vais dire pourquoi et quelle était la situation. Alors, moi, ça me paraît normal que un soignant sache identifier, sache s'il s'occupe d'un patient qui a une infection ou qui a une plaie infectée. Et, du coup, je pense que ça ne devrait pas poser de problème, mais il faut s'en assurer. Et pour ça, ça va passer par la formation. Il va falloir arriver à renforcer les connaissances, ou en tout cas que chaque professionnel soit à l'aise avec cette démarche-là. Par expérience de certains établissements, on voit que c'est faisable. Hein, donc, je pense que même si ça demande une petite progression, il y aura une évolution. À mon avis, on devrait y arriver. L'enjeu, c'est il y a un enjeu sanitaire, économique et environnemental. Hein. L'économique, c'est que le prix d'élimination des DASRI n'est pas le même que celui des DAE, même si le prix des DAE, vous voyez, hein, il a pu beaucoup bouger. Mais donc il y a ce prix, il y a la production de CO2, autant d'éléments qui aujourd'hui sont à prendre en compte lorsque on élimine les déchets. La traçabilité et la responsabilité du producteur sont maintenues, donc ça, il n'y a pas de changement pour le coup. Hein. Le producteur d'ASRI reste responsable de ses déchets et de leur production et leur production à leur rémunération finale, même en cas de délégation à un prestataire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est sorti de chez vous que vous êtes démis de votre responsabilité. Non, elle persiste jusqu'à ce que le déchet ait disparu. La mise en place de procédures claires et la formation continue sont indispensables pour garantir la conformité réglementaire et la sécurité de tous les acteurs de la filière. Ce que je disais, l'idée, c'est quand même qu'on protège les travailleurs, les professionnels qui sont en contact avec ces produits. Si on devait faire un résumé, mais c'est discutable, hein, le guide 2025 marque un tournant vers un tri
plus intelligent, peut-être on va discuter, fondé sur l'évaluation du risque réel plutôt que sur une approche systématique, tout en maintenant un niveau élevé de protection sanitaire. Voilà, j'ai un petit peu dépassé le temps qu'on avait prévu. Je vais fermer le diaporama. Toc. Et puis, on va essayer de répondre aux questions. Donc, si on est dans le chat. Oui, donc la première, c'était sur l'évacuation des pacemakers retirés par les médecins. Alors, il n'y a rien de changé sur les pacemakers. Il faut qu'ils soient décontaminés et après, ils reprennent. L'idée, c'est qu'ils soient repris par les sociétés qui les retraitent. Et à ce moment-là, donc, il faut le décontaminer. Et une fois qu'il est décontaminé, il doit reprendre une filière de. Du coup, ça va être. C'est pas un déchet à risque infectieux, donc il pourra suivre une filière d'économie circulaire, on va dire, avec soit récupération des composants ou en tout cas élimination intelligente, on va dire, et pas avec moins de risques pour l'environnement. Il n'y a pas de changement par rapport à ce qui était proposé auparavant. Après, il y avait le mouchoir du patient grippé. Le mouchoir des patients grippés. Non, le mouchoir est pas. Moi, je le mets pas dans un dispositif médical ou quelque chose qui fait partie des actes de soins. Donc, je pense que le mouchoir peut aller dans les DAE, dans les établissements de santé. Alors, vous allez me dire, oui, on met le mouchoir dans les DAE, mais on met le masque dans les DASRI. Quelle est la logique? Ouais, il y a des fois où c'est un peu complexe, mais je pense que personne ne vous en voudra si vous mettez vos masques de soins, vos masques médicaux dans les DAE. J'ai discuté avec l'ARS avant d'ouvrir ce webinaire pour essayer de palper le terrain sur les exigences qu'il pouvait y avoir en cas de contrôle. Et l'exigence qu'il y a, qui n'est pas discutable pour eux, c'est la mise en place des filières de tri, la mise en place d'une filière de DASRI qui soit conforme à ce qui est attendu. Si vous, vous cochez déjà ces cases-là, il n'y aura pas de problème. Après, on peut toujours tomber sur des inspecteurs un peu pointus et qui vont ouvrir ça, qui vont dire « Ah, mais oui, j'ai trouvé un FFP2 dans les DAE, alors que vous voyez dans le guide, machin. » Est-ce que ça ira vers des sanctions ou des choses graves? A priori, non, d'après les informations qu'on m'a données pas plus tard que ce matin. Après, une même question pour ce qui concerne les spéculums et qui irait avec les spéculums, les dispositifs d'insertion de stérilets. Dans quelle filière on met? D'accord. Alors, dispositifs, il me semble ils peuvent être contendants, ils ne doivent pas être perforants. Alors, même si l'aiguille elle est un peu cachée, je pense qu'il n'y a pas de discussion, il faut que ça aille dans les DASRI. Pour le dispositif de mise en place c'est pour la. Le stérilet. Alors, c'est pas pour le stérilet, pardon, là je pensais aux implants. Aux implants. Pour les stérilés, à partir du moment où il y a un risque c'est perforant, piquant ou coupant, il n'y a pas de discussion, vous devez l'éliminer en DASRI. C'est pour, on va protéger vous, parce que si vous manipulez après vos déchets, il n'est pas question que vous vous blessiez, et il n'est pas question que les professionnels d'élimination des déchets se blessent également. Donc, il faut vraiment faire cette évaluation-là. Si ils ne sont pas piquants, perforants, mais qu'il y a pour vous une infection, une endométrite, où il y a, vous n'allez pas mettre un stérilet, c'est une endométrite, j'imagine. Mais bon, si on a un spéculum qui a été en contact avec quelque chose qui vous paraît suspecté d'être infecté, il doit être éliminé à ce moment-là en DASRI. Pas mal de questions qui arrivent sur le chat. Après, on a le cas d'une seringue verrou de cathéter contenant du sang. Doit-elle aller dans la boîte à aiguilles? Ouais, oui, parce que si cette, oui, je comprends, il y a un verrou, donc on se dit ça va pas couler, ça va pas sortir de la seringue. Néanmoins, une seringue qui est, je
sais pas, compressé, ou qui, enfin, mais bref, qui est abîmée ou qui dans la filière, s'il y a un risque d'écoulement, il faut qu'elle aille en dasserie. Hein. Oui. Il y a du sang liquide dans cette seringue, il y a un risque d'écoulement. Si jamais le piston sort, vous voyez par exemple, ou j'en sais rien, non, il faut que ça aille en dasserie. Après, une question aussi sur l'élimination des ampoules ou verres médicamenteux. Est-ce que c'est du dasserie? Alors, s'il n'y a plus de médicaments dedans, ça va suivre les filières. Ça ne va pas être du dasserie, ça va suivre les filières de récupération. En sachant que les verres médicamenteux, il y a des particularités, donc ce sera des filières particulières qui maintenant sont de plus en plus ouvertes. Mais s'il n'y a pas de médicaments, ça peut suivre une filière de tri et de revalorisation ou d'économie circulaire. Si par contre il y a toujours du médicament, des produits, à ce moment-là, il faut que ça suive la filière de DRCT, déchets à risque chimique et toxique. Mais certains vont vous dire, je pense, hein, que à ce moment-là, ça ira en dasserie parce que c'est incinéré à plus de 1100 degrés, 1100 degrés. Mais là, je pense qu'il faut vous en référer à vos pharmaciens pour voir dans les filières qu'ils ont, en particulier Cyclamed ou autres, qui permettent de suivre. Et encore une fois, ce sera bien traité dans le tome 2, qui n'est pas celui-là, qui est le suivant. Je n'ai pas de date pour le coup. Justement, il y avait la question quand doit sortir le tome 2 du guide, car il est difficile d'aborder les évolutions sans connaître la filière totale de tous les déchets. Je comprends complètement, mais j'ai vu aucune date. Non, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Vous avez vu le temps qu'on a mis pour sortir le guide dasserie, hein, c'est 2020, je crois que ça a démarré les groupes de travail, et on est sorti en 2025. Donc bon, j'espère que ce sera plus rapide. Hein. Continue sur le chat et après il y a des mains levées, donc on donnera la parole. Il y a une question là sur le risque identifié d'un pansement d'escar infecté en DAE. Alors, si vous dites, vous, escar infecté, il n'y a pas de discussion. À ce moment-là, ça va aller en dasserie. Enfin, j'ai bien compris la question ou pas? Pardon. C'est l'avant-dernière question sur le chat. Tac, tac, tac. Quel est le risque identifié pansement d'escar infecté en DAE? Est-ce que je comprends? Est-ce que si je mets les pansements d'un escar infecté en DAE, il y a un risque derrière? C'est ça la question, je pense. Eh bien, si vous prenez, pour moi, est-ce qu'il y a un risque infectieux avec des compresses qui ont été en contact avec une escar infectée? Je dirais pas plus que si j'ai des contacts avec des selles, avec des quantités d'Escherichia coli et de plein de choses, si j'évalue le risque comme ça. Néanmoins, à un moment donné, il a fallu arrêter les choses et ça a été posé comme ça dans le guide. Si vous avez des arguments pour dire que votre escar est infecté, il n'y a pas de discussion, ça doit aller en dasserie. Ou suspecté, ça doit aller en dasserie. Et je suis d'accord que parfois, c'est loin d'être simple hein, d'arriver à faire la part des choses. Mais là aussi, j'en ai discuté avec l'ARS ce matin, parce que c'était des petits points sur lesquels je voulais un peu les titiller. Je ne pense pas que vous ayez quelqu'un qui aille vous dire, qui aille prendre la compresse qui est dans le DAE et qui dise « Ah, vous m'avez mis une compresse, est-ce que ce patient, oui, c'est des escars, est-ce qu'il était infecté ?» Non, il n'y aura pas cette discussion-là. Donc, c'est bien de raisonner dans le risque infectieux et puis essayer d'être plus proche de ce qui est proposé dans ce guide. Tubulure de perfusion, IV, pas de DAE. Je vois, c'est ça hein, la question suivante. Oui. Peut-être qu'on va prendre les mains levées parce que et puis on reprendra le chat, non? Je sais pas. Comme tu veux. Non, mais, il n'y en a plus qu'une dernière là pour l'instant. Ah oui, alors on y va. Quelle après, application en HAD? En HAD, c'est la même chose. Hein. L'infection peut perdurer au-delà de la prise en charge en HAD. Vous avez raison, ça c'est une bonne question. Bon, tant que nous, on va s'en occuper, les soignants vont s'occuper du patient, bon, bah ok, on va mettre les pansements, les compresses avec du pu, on va les mettre en dasserie. Et puis on dit, ben voilà, la prise en charge est terminée, mais il y a encore un peu de pu sur la compresse. Ah bah c'est sûr que à ce moment-là, ce sera plus du déchet d'activité professionnelle. On change de filière, donc du coup, ça va aller dans les déchets ménagers qui ne relèvent pas de la même réglementation. Et il va y avoir des compresses avec du pu dans les déchets ménagers. Donc on voit la limite hein, de cette histoire, mais c'est la réglementation, c'est comme ça.
On laisse Hélène poser sa question du coup, puis on reviendra sur le chat Oui. après. Mhm. Hélène? Oui, bonjour Olivier, Bonjour. bonjour Nathalie, vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Oui. Je voulais juste revenir sur une petite chose qui sera peut-être abordée dans le tome 2, mais je trouvais quand même important de poser la question au niveau des capteurs de glycémie, parce que je fais pas mal d'audits sur l'évaluation et le tri du Mhm. déchet là, en ce moment dans mes établissements. Et j'ai des prestataires qui demandent aux établissements à renvoyer ces petits capteurs via une enveloppe. Mhm. Donc, on a été vérifié avec certains établissements. En fait, le petit bout qui dépasse dans ces capteurs, c'est pas une aiguille, hein, ça fait vraiment, c'est pas piquant. Ça fait comme un petit cathéter. Donc, effectivement, le fait d'y mettre dans une enveloppe par rapport à l'objet, Mhm. par rapport à la boîte COP, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'on se retrouve avec une enveloppe avec une vingtaine de ces capteurs-là, et je trouvais pas ça. Si vous dites vous-même que on n'est pas dans du piquant ou du perforant, moi j'avoue que j'avais compris que qu'il fallait que ça s'implante dans le Alors, derme et il que y a donc c'était piquant, mais peut-être qu'il y a d'autres choses, je ne sais l'applicateur pas. Hein, l'applicateur avec lequel tu le plaques ouais. sur le bras, là, Ouais, effectivement, il y a une aiguille. Mais quand tu ouais, enlèves l'applicateur, ce qui reste sur ton bras, c'est comme un petit cathéter. Tu d'accord. gardes pas une aiguille dans ton bras. Mhm. Mais c'est le fait de demander à un établissement d'envoyer dans une enveloppe une vingtaine de capteurs, c'est pas. Enfin, Ouais, non, je pense que si, encore une fois, hein, l'idée c'est de protéger les gens qui vont manipuler. Si il n'y a pas de risque de piqûre ou de blessure avec le dispositif, que tu en aies 1 ou 40 ou je sais pas combien, moi why not, hein? ouais, moi, je sais pas, je Enfin trouvais que c'était voilà. pas très. Après on verra ce que nous donnera le tome 2. Ouais, c'est Mais pour je suis effectivement, hein, c'est pour récupérer des métaux rares et ben qui voilà, oui, seraient dans bah, complètement. ces. Dispositifs électroniques qui, on sait aujourd'hui, doivent être recyclés au maximum, hein, oui, c'est important. Mais il y a pas de pré-désinfection, il y a rien du tout avant, Non. hein, on y envoie comme ça Oui, dans l'enveloppe, je hein. sais bien, ouais, ouais. Je sais pas, Mmh. ça me perturbe. Alors c'est peut-être moi qui ça perturbe, mais Encore une fois, mets-toi sur la définition, «Ah, c'est pas perforant, c'est pas coulant, mmh, c'est mmh. pas infectieux», hop, on y va. DAE. Enfin OK. DAE, non, filière spécifique, pardon, en Ouais, ouais, l'occurrence, ouais, pas ouais, DAE, d'accord. oui, oui. OK. Bon. Et puis juste une petite parenthèse aussi, c'est qu'en région, en Saône-et-Loire, les DAE, ils sont pas incinérés, hein, c'est encore enfoui, hein. Alors, voilà, mais c'est vrai que et là, pour le C'est de la coup, grande difficulté. c'est là, pour le coup, que dire, «Je vais mettre, du médicament là-dedans», ça a pas de sens, hein, parce que c'est environnemental, enfin, pour l'environnement, c'est une catastrophe, hein. Ouais. Enfin, c'est une catastrophe, c'est pas réglementé, en tout cas. Oui. OK, merci. N'hésitez pas à lever la main, hein. C'est pour interagir en direct. Sinon, on revient sur le chat. Une question de Fabienne. Si les DAE sont incinérés, pourquoi doit-on utiliser les DASRI quand même? Oui, mais je sais pas de alors je pense que, je sais pas si ma réponse sera très satisfaisante, mais, l'idée de faire du tri, chez vous, c'est d'arriver à dire: «Je vais avoir mes différentes filières». Et les filières de récupération qui soient ouvertes et qui soient possibles. Et donc je dois dire à ce moment-là, bah, tout ce que j'ai mis dans ces filières-là n'a pas de risque infectieux. Je suis pas sûr que je répondrai vraiment à la question parce qu'effectivement, il y a toujours après, même si on a fait toutes les filières, on a éliminé le carton, le verre, le plastique, le métal et ainsi de suite. Il va rester les DAE et je comprends, hein, la question effectivement, quand les DAE sont incinérés et ben, après c'est, les manipulations qu'il peut y avoir, de ces DASRI, de ces déchets à risque infectieux. C'est-à-dire, est-ce qu'on a informé les professionnels qui vont prendre en charge ces DASRI que il y a, lorsqu'ils vont manipuler ça, il y a un risque infectieux. Je pense que c'est de cet ordre-là, hein, la limite, mais je suis d'accord sur la finalité. À partir du moment où les 2 sont incinérés, probablement à 850 degrés, voire plus, le DAE, enfin le traitement final en tout cas du DAE, du DASRI, elle est enfin c'est la même chose, hein, mais faut prendre en compte tout l'avant, c'est-à-dire toute la filière de transport, où il peut y avoir des blagues et je pense que c'est ça la différence qu'il va y avoir. Tubulure de dialyse à domicile dans
quelle filière. Donc ça, il va falloir, là aussi, ça va être bien évalué, écoulement ou pas. S'il y a écoulement, risque d'écoulement, à ce moment-là, ce sera d'Astrid. S'il n'y a pas d'écoulement, pas de risque d'écoulement, à ce moment-là, ça doit suivre la filière, en tout cas DAE ou filière de récupération, s'il y a de la récupération possible. Et d'après ce que j'ai compris, alors c'est pas les dialyses, parce que dialyse à domicile, c'est essentiellement les dialyses péritonales, non, ça peut être aussi du rein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de reins, enfin la majorité des reins ils n'ont plus de risque d'écoulement, donc la majorité peuvent être éliminés en DAE. Tubulure de dialyse, c'était ça. Oui. Il y a Laurent. Oui. Oui, vas-y, je te laisse la dire. Après, il y a Laurence Baum qui dit le guide pratique déchets issus du médicament et déchets liquides de 2016 parle de filière DIMED. Oui, ça fait partie des filières qui permettent d'éliminer les médicaments. Il y a DIMED, Cyclamède, enfin, j'avoue, je ne sais pas très bien les différences entre ces filières, mais oui, c'est des filières spécifiques. Merci. Ouais. Là, il rajoute, notre prestataire DAE dit que ces déchets sont entreposés à l'air avant d'être incinérés, donc exposés aux oiseaux, par exemple. Ouais, c'est vrai que c'est c'est pas terrible, d'accord. Aux oiseaux, aux chiens, enfin tous les. J'imagine, c'est pas. Et on a, si le papier confidentiel part dans les DAOM, que ceux eux-mêmes incinérés, pensez-vous qu'on soit au bon niveau de gestion de déchets confidentiels? Alors, on dit plus DAOM, on dit DAE, mais la question reste bonne. Ça, il faut vraiment voir avec la société qui prendra en charge ces papiers, en l'occurrence, je pense, ce qui va être fait. C'est-à-dire que si c'est de l'incinération, bon, le problème est réglé. Vous allez me dire: «Oui, mais si le sac s'ouvre sur la route», moi, je ne sais pas très bien. Mais si c'est, après si c'est enfoui, c'est ce que vous dites, je crois que c'est ça, non? Non, c'est l'autre après. Oui, je sais pas. Il y a une main levée, oui, voilà. Vous voulez préciser votre question? Allez-y. On n'a pas votre nom, donc. C'est Marlène. Sur le papier confidentiel, parce que je suis aussi référente développement durable sur mon établissement. Et oui, on dit DAE, mais c'est vrai que j'emploie encore DAOM. Non, c'est pas Pardon. Je vous taclais, là. En fait, on est en train de mettre en place une filière de récupération du papier. Donc, c'est du papier qui est broyé, mais malheureusement, tout ce qui est les étiquettes patients, qui sont moitié collants, moitié plastique, ne sont pas récupérés dans la filière des papiers. Et donc, c'est difficile pour les équipes de trier et de broyer le papier collant du papier non collant. Et donc, aujourd'hui, le prestataire nous a dit que nos DAE étaient incinérés. Et donc, il n'y avait pas de risque. Mais est-ce qu'en fait, au niveau de la loi, on est quand même bon? Parce que si un sac se perd dans la nature ou s'ouvre, si je vais jusqu'au bout, Oui, des questions très terrain, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, après, je vais parler d'expérience, de ce qu'on a, nous, au CHU. Pendant toute une période, on avait mis des broyeurs dans tous les services dès qu'il y avait là. Et là, on a complètement arrêté ça, et tout est collecté, et je pense que c'est recyclé, tout le papier est recyclé, et sans broyage. Donc, à mon avis, il doit y avoir une réglementation qui fait que ça peut suivre une filière de ce type-là, malgré tout. J'avoue, je suis désolé, je n'ai pas creusé le problème de ce côté-là. Je me suis un peu contenté du risque infectieux. Oui, mais c'est déjà très bien. Merci beaucoup. Après, sur le chat, on a une question concernant les reins de dialyse. Même si non-écoulement de ces derniers, quand les DAE sont enfouis, est-ce que cela reste la bonne filière? Oui. Oui, c'est la bonne filière. Très bien. Ensuite, une autre question. Serait-il possible d'avoir les listings des prestataires des différentes filières de recyclage des déchets? Ça, c'est un truc, c'est un vrai job, ça. Et qui n'en finit plus, parce que les filières sont de plus en plus nombreuses. Moi, je ne connais pas, en tout cas. À la rigueur, ce serait on pourrait faire un partage d'expérience ou par bassin de population ou d'établissement, pour essayer de dire que chacun dise: bah oui, moi j'ai fait appel à telle filière. Mais je pense que c'est géographiquement, ça va beaucoup varier. Et encore une fois, ça bouge énormément. C'est-à-dire,
des trucs qui étaient, je prenais le verre, par exemple, le verre, tout à l'heure, je disais: «Attention, il y a le verre médical ou le verre des caractéristiques des verres qui font que ça peut pas tout aller dans le même» et maintenant, il y a des sociétés qui ont décidé qui arrivent à faire du recyclage de verre médical qui a des propriétés particulières donc ouais, je sais pas sur quel site vous êtes, mais peut-être discuter avec les les établissements les plus proches pour voir ce qu'ils ont trouvé comme filière. Ça, je vois que ça, hein, je suis désolé, j'ai pas de solution miraculeuse là. Il y a des personnes preneuses des noms des prestataires pour Et les oui, bien sûr. filières. Mais oui, je pense qu'il y aura que ça. Ah bah, quelqu'un nous envoie un webinaire Karen sur les nous filières recyclage. D'accord, merci Karen. Du coup, il n'y a plus de questions sur le chat pour le moment, à moins qu'il y en ait une qui nous ait échappé. N'hésitez pas à la reposer s'il y en avait une qui nous avait échappé sur le chat. Et n'hésitez pas aussi à lever la main pour poser des questions, si vous en avez encore. Ah bah, vous avez une réponse là sur le papier, la confidentialité là. Il doit être collecté en interne en boîte sécurisée jusqu'à son enlèvement final dans les containers fermés à clé. Bon. OK. Bon, bah, on est dans les temps, hein, remarque, c'est bien, hein. 14h01. C'était ça, hein? Ou c'est 14h30? Enfin, je sais plus ce qui était noté. Et 14h30, je crois, initialement. J'étais trop rapide alors. Mais c'était question comprise. Ah, une question de Madame Polo. Allez-y. Oui, bonjour. Merci pour toutes ces informations. C'était très instructif. Et après, moi, c'était plus, c'est pas propre aux déchets, mais plus est-ce que ces informations sont aussi diffusées et martelées auprès des prestataires, labos, prestataires de collecte, les labos qui nous submergent d'emballage et de suremballage. Au départ, vous parliez des plastiques. Aujourd'hui, enfin nous sur site, on essaye de faire un très gros travail sur ce plastique justement, et on découvre au final que, enfin c'est même national, que il y a à peine les PE sont recyclés et déjà les PP, ceux qui sont dans le plastique plein, sont déjà en difficulté de recyclage ou de retraitement. Et c'est vrai que c'est frustrant. Aujourd'hui, nous avons des guides qui nous donnent la marche à suivre sur le tri en interne. Et quand vous dépassez, on va dire, le deuxième cycle de vie de nos déchets, vous voyez que déjà, il y a plus de moyens mis en place. Et c'est assez frustrant. Donc, bon, le plastique est un grand débat. Il peut y en avoir plein d'autres, mais c'est déjà, voilà. Donc, savoir si aujourd'hui, les informations que nous collectons auprès de vous, est-ce que les prestataires, les labos ont le même schéma? Non, non, vous avez raison, hein, la meilleure façon de pas produire de régler ce problème de déchets, c'est de ne pas en produire et donc c'est la filière, ou la REP, hein, c'est la responsabilité des producteurs et c'est vrai que tous les industriels, tous ceux qui fabriquent des produits doivent aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, se poser la question non seulement du recyclage du produit, comment ils peuvent le faire en sorte que ce soit, que ça suive une filière satisfaisante, mais surtout d'éviter les suremballages, d'éviter, enfin toutes ces catégories-là. Donc comme vous le dites, nous, on va faire des efforts dans les établissements de santé. J'espère que, l'ensemble des, des producteurs et enfin que tout le monde doit aller dans le même sens, hein et c'est un peu le sens de cette économie circulaire où on exige des efforts de notre part à nous, mais également de la part des industriels pour qu'ils aient cette réflexion en amont. Il y a même, tout un financement, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais tout un financement, c'est-à-dire qu'eux doivent contribuer à financer des filières d'élimination. Bon, au final, je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est nous qui contribuons financièrement dans ce qu'on achète, mais en tout cas, c'est légiféré. Il y a des textes qui posent ça pour les conditions de production des produits. Ouais.
Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez eu l'expérience. Moi, personnellement, je me permets de mettre en avant justement la législation de la REP qui a été donnée par l'Europe. Alors, des fois, ça surprend un peu enfin, surtout les fournisseurs quand je leur dis qu'ils sont responsables de leur emballage Bien sûr. et que certains labos, quand ils arrivent avec un SMI entier de matériel et qu'il y a du déchet par-dessus la tête et que je leur demande de repartir avec leurs déchets. Donc, mais du coup, voilà. Je ne sais pas si ça arrive déjà à quelqu'un d'autre, mais moi, des fois, je me permets de le faire. Ouais. Après, il y en a qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas, mais voilà. Parce que quand vous avez un SMI, vous avez la moitié du SMI qui est en déchets, enfin, ça, c'est... À la fin, c'est toujours nous qui payons. Non, non, on est bien d'accord. Si on pouvait éviter de les produire, ces déchets qui servent à rien, ça serait bien. Ok, merci. Le tome 2, oui, il traitera des déchets à risque chimique et toxique. C'est bien ça. S'il y a d'autres questions, interventions, c'est le moment. Maintenant qu'Olivier nous a tout dit sur les déchets. Non, parce que là, je vois Fabienne. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Moi, je me pose quand même pas mal de questions. Je suis une ancienne, donc j'ai vu l'apparition des dasseries dans les années 80, où très rapidement, finalement, tous les déchets arrivaient dans les dasseries parce que si on ne savait pas si c'était un dasserie, ben, par défaut, on le mettait dans les dasseries. Et du coup, on avait des quantités de dasseries phénoménales. Dans notre établissement, on a travaillé sur les dasseries il y a déjà plusieurs années. On a énormément réduit ces quantités. Moi, la question que je me pose, c'est quand on va dire aux professionnels maintenant, alors oui, il faut les former, mais on sait que dans les établissements, en tout cas dans le nôtre, on a peu de moyens de formation, parce que le personnel est tellement réduit que pour le dégager, c'est compliqué. Leur dire de reprendre des décisions sur un risque infectieux potentiel ou avéré va générer le choix du déchet. Moi, j'ai peur qu'on retourne sur une explosion de dasserie, en fait. Ouais, c'est un risque, mais je pense que la chance qu'on a, c'est que, enfin moi ce que je vois, hein, je ne sais pas si c'est partagé, mais que les professionnels de santé sont très sensibles à ce thème-là. Et que je pense qu'il y aura une écoute, une véritable écoute, et que ces formations peuvent être porteuses. Alors comme vous dites, il faut arriver à... On entend quelqu'un d'autre, c'est... Ah, pardon, oui, oui. Oui, je disais, les professionnels, à mon avis, auront une écoute assez favorable. Bon, comme vous dites, faut quand même y aller, il faut quand même faire organiser cette formation. Mais j'ose espérer que ça prenne assez vite et que chacun mesure l'enjeu et arrive à le mettre en place. Mais oui, forcément, il y aura une éducation, mais j'ai l'impression que c'est une tendance et que moi, je trouve que j'aurais tendance à, enfin que je trouve plutôt positive, c'est de dire on incite tous les professionnels à réfléchir plutôt qu'à à réagir de manière automatique face à des comportements. Les précautions respiratoires, même si elles nous ont fait bondir, elles nous ont permis de réfléchir aussi. Voilà, donc on est dans cette mouvance-là et oui, ça va passer par une formation et bon, la formation, on va espérer que cette formation-là, elle soit donnée dès le début, c'est-à-dire que tous les professionnels qui sont en cours de formation maintenant arriveront sur le terrain, sur les lieux d'exercice avec ces notions-là. Donc, on sera peut-être pas obligé non plus de former tout le monde, mais y compris les jeunes qui arrivent, et que ça prendra peut-être comme ça aussi. Bon, voilà, c'est peut-être une vision un peu optimiste des choses, mais je comprends votre difficulté de le faire. Ici au CHU, on avait entamé cette démarche-là. On avait un praticien qui était très très impliqué dans cette démarche-là, et ça prend bien quand même. Ça prend bien.
m'attendais à ce qu'on discute plus, mais c'est bien, hein, tant mieux, des, des, des masques contaminés ou pas. Mais bon, je vais peut-être désamorcer un peu la question avec mes propos, ou des protections avec des sels de gastroentérite. Bon. Eh ben, J'ai pas demandé. Franchement, après, c'est pas. J'en profite si personne reprend la parole. Pour les masques, effectivement, moi, ça m'interpelle quand même, hein, personnellement. Oui. C'est pour ça que je Alors, on disais, appliquera. Hein. Non, Moi, je pensais que les masques patients seraient à mettre dans les lacets, et du coup, là, vous avez bouleversé ce que j'avais compris. Non, mais je pense que sur une lecture, enfin, certains le lisent comme ça, et ça va être difficile, hein, de trancher et de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais je pense qu'on a on a une marge de manœuvre de ce côté-là, hein. Enfin, en tout cas, la discussion que j'ai eue ce matin avec l'ARS me rassure, et je ne crois pas qu'ils vont être trop obtus là-dessus. Si nous, on dit bah oui, il n'y a pas de sécrétion particulière dans le masque, ou il n'y a pas. Non, le risque infectieux, que ce soit dans l'établissement, que ce soit pour les professionnels qui participent à l'élimination ou le transport des déchets, il n'existe pas, il faut être réaliste. Donc je pense que c'est. Après, la question, c'est le fameux FFP2 EPI, parce qu'on peut se retrouver dans des situations un peu rocambolesques quand même. Le patient va avoir un masque de soins, donc lui, on va dire, il va aller en DAE. Le professionnel, pour une tuberculose, il arrive avec son masque FFP2. Celui-là, il va aller en DASRI. C'est un peu... Non. Question sur le chat concernant le diaporama. Oui, le diaporama sera mis en ligne sur notre site internet, et le replay du webinaire aussi, donc vous l'aurez à disposition. Après, on a une main levée, le OH de Bourg-en-Bresse, on vous donne la parole. Oui, bonjour. Je me permettais de vous poser une question. En fait, actuellement, nous, on n'a pas de DRCT. Donc, en fait, tous nos médicaments et restes IV vont dans les DASRI. Et la question, et nous également, ce qu'on fait, c'est que la seringue, on fait vider s'il y a des restes qui sont pas trop importants de médicaments IV dans les DASRI, et ensuite on jette la seringue vide dans le DAE. Est-ce que c'est concordant ou... Oui, enfin, il faut voir comment sont traités vos DASRI. Est-ce qu'ils sont, quelle est la filière? S'ils sont incinérés, alors, je ne sais pas si c'est un peu compliqué d'aller demander à la société, est-ce qu'ils sont incinérés à 850 degrés ou à 1100-1200 degrés? Il faut voir. Mais si le résidu de seringue qui est mis dans les DASRI est mis dans un fût où il n'y a pas de risque d'écoulement, parce que l'idée c'est quand même celle-là, bah oui, on est pas mal. D'accord, ok. Et de jeter la seringue ensuite dans le DAE, oui. c'est... Ouais, ok, très bien. Oui, moi ça me paraît. On est du coup avec une seringue qui a contenu un produit, mais qui a l'état de résidu ou de traces. Ça fait partie ce qui peut aller en DAE, oui. Quel que soit le médicament, hors chimiothérapie, bien évidemment. Alors, je serais méfiant, mais à vérifier sur la chimio, j'ai un petit doute. Mais Oui, je pense que chimio, oui. je disais. Oui, les chimios, c'est à part. Oui, c'est à part les chimios. Merci. Ensuite, sur le chat, une question. Si les DAE sont incinérés, quel est l'intérêt de mettre un pansement infecté dans les DASRI? Oui, ça revient à la question qu'on a eu tout à l'heure sur enfin, il me semble, hein, sur les escarres. Je pense qu'il faut prendre en compte toute la filière d'élimination, le transport et tous ces éléments-là. Ce n'est pas uniquement le traitement final qui permet de protéger tous les professionnels qui prennent en charge les déchets d'activité de soins, les DAS. Donc, il faut, si on estime qu'il y a un risque infectieux, y compris, si on se dit bon ben on le met dans le DAE, de toute façon ce sera brûlé à haute température, donc il n'y a pas de risque, mais il y a toute la filière avant. Oui, une main levée, allez-y. Oui, c'est encore moi.
Moi, j'ai une question, je rebondis sur le masque. Si on part si on partirait du principe qu'on mettrait dans les dasseries, autant pour les soignants, autant pour le patient, parce qu'il est grippé, il tousse tout ce qu'il peut, il a des mouchoirs avec plein de sécrétions, ça voudrait dire qu'on ait des dasseries au plus près, donc c'est-à-dire dans la chambre du patient ou dans le couloir, choses qui ne sont pas tolérées en soi. Donc ça veut dire qu'on se trimballerait avec le masque du patient comme ça dans le couloir pour aller le jeter ailleurs. Enfin, c'est complètement... Alors, oui, on rentre dans le pratique et vous avez raison. Hein. C'est alors la mise en place de dasserie dans une chambre de patient, en fait, elle est tolérée si c'est justifié, en gros. Donc, c'est pas, ça peut être fait, ça peut être réalisé comme ça. Après, bon, il faut se débrouiller pour arriver à avoir une élimination qui soit plus sécurisée. Mais si effectivement c'est aussi compliqué que ça de l'emmener jusque dans les dasseries, moi je dirais, vous embêtez pas, mettez-le dans les DAE. Hein. Si pour vous ça représente une complexité. Moi ça me paraît pas aberrant. Encore une fois, le masque d'un patient qui est grippé, qui tousse ou qui a la Covid ou qui a ce que vous voulez comme infection respiratoire, une pneumonie à pneumocoque, on peut même aller sur d'autres micro-organismes. Ça va pas sortir du masque pour aller sur la personne qui va fermer le sac. Hein. Donc non, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je suis content que l'ARS m'ait fait cette réponse, et soit pas bloqué sur une lecture au mot près, la virgule près du document. Après, si vous arrivez à l'organiser en dasserie, vous faites en dasserie, hein, pas de souci. Hein. Oui, c'est dur les retours en arrière. Oui, mais après, comme vous disiez, c'est intéressant que les soignants se reposent des questions. Après, quand il y a un turnover, c'est compliqué. C'est vrai pour tous, hein, pour le coup. C'est vrai que... Bon, merci. Sur le chat, une question. Les sites d'incinération 1200 degrés sont éloignés, plus transport coûteux. Il n'y a pas de temps limite d'entreposage si sécurisé. Pour moi, tel que j'ai compris la durée d'entreposage, vous déterminez votre poids. Et après, ça doit être votre transporteur qui va dire, c'est son job après à lui de dire, je mets 5 jours ou je mets une journée ou je mets 2 heures pour l'amener sur le site d'incinération. Moi, je l'ai compris comme ça, en tout cas, hein, la durée d'entreposage. Mais vous avez raison, je ne sais pas dans la réalité, est-ce que eux, ils font, comment ils s'organisent pour arriver à respecter ce temps. J'avoue que je ne me suis pas posé la question, mais oui. En tout cas, nous, on est contenu, nous, établissement, notre règle, c'est celle-là. Vous avez un poids et vous devez dire, je prends un contrat en fonction de mon poids et après, charge à la filière d'assurer le transport. Vous êtes responsable du produit jusqu'à son élimination, mais il a aussi, lui, il doit respecter un certain nombre de choses aussi. Je ne sais pas s'il y avait une discussion, un problème entre-temps, et si on arrivait à dire, oui, le transporteur, il l'a stocké dans son garage pendant une semaine avant de l'amener sur le site d'incinération, je pense que sa responsabilité serait engagée et pas la vôtre. Hein. Plus de questions sur le chat. Pas de main levée pour l'instant. Est-ce qu'on a épuisé les questions ou... Bon, mais comme je le disais, il y a encore deux sessions, on peut rediscuter. S'il y a encore des sujets, ça sera le 30 mars, et puis après au RIF. Mais si. Il y a une précision pour le stockage des déchets toxiques et faire moins de transport. Grouper, vous voulez dire peut-être pour.
Alors, je ne sais pas hein, si on verra dans le tome 2, parce que bon, c'est pas abordé directement, là, puisqu'on est sur les DASRI. Vous avez raison, hein, je vous ai répondu sur les toxiques avec les critères du DASRI. Je ne sais pas effectivement comment ça va être arbitré. Oui, François, tu as raison. J'ai fait un amalgame entre DASRI et obnubilé par mes DASRI, j'ai tout mis dedans, dans le sac. Mais oui. Mais je vais noter et j'essaierai de voir s'il y a quelqu'un qui a une idée là-dessus. Après, vont rentrer peut-être en ligne de compte les conditions d'entreposage. Est-ce que je ne vais pas aborder ça, mais c'est vrai que dans le délai, il y a certains déchets, si vous les stockez, même si vous n'en avez pas beaucoup, et c'est stocké, je ne sais plus, 15 jours, ça peut vite être compliqué de garder ça. Si je suis entre 5 et 15 kilos et que je garde un mois des protections, ça va être problématique. En période estivale, qui plus est. D'où l'exigence que les locaux soient aérés. Bon. Eh ben, on va clôturer 9 minutes en avance. Je pense, hein. S'il n'y a pas de remords. Après, vous pouvez toujours nous envoyer un mot s'il y a une question qui vient comme ça. Et ce que vous faites de temps en temps, vous n'hésitez pas à le faire pour ce sujet-là aussi. On essaiera de répondre. En tout cas, merci pour toutes ces questions intéressantes et qui montrent que c'est pas aussi simple que ça ou que ça en pose d'autres. Et puis, bonne formation de vos professionnels. J'espère que ça vous donnera des billes pour le faire. Bon après-midi à tous.